Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour votre journal d'information. Ici 19h en Provence-Alpes. Voici les titres. La mosquée des Bleuets à Marseille va-t-elle fermer? Le préfet de police des Bouches-du-Rhône le demande. Selon lui, l'imam y tient des propos légitimant la violence, ce que contestent fermement les fidèles. La libération d'Aix-en-Provence était il y a 80 ans jour pour jour. Pour l'occasion, les 4 générations de photographes du studio Henri Elie dévoilent des photos au public pour la première fois. Enfin, dans l'actualité nationale, l'inquiétude des pilotes de Canadair, des appareils vieillissants. Seule la moitié de la flotte est disponible, alors que le risque incendie est très élevé dans tout le sud de la France. Je vous le disais, la mosquée des Bleuets dans le 13e arrondissement de Marseille est menacée de fermeture à la demande de Gérald Darmanin. Le préfet de police des Bouches-du-Rhône estime que des propos légitimant la violence y sont tenus, ce que contestent fermement les fidèles et leur imam Ismaïl. Il dépose un recours. Arnaud Delair et Nicolas Carme. C'est peut-être l'une des dernières prières dans la mosquée des Bleuets. Ce lieu de culte est sous le coup d'une procédure de fermeture administrative lancée par la préfecture de police sous l'impulsion du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. En cause, les propos du prédicateur de la mosquée, l'imam Ismaïl. L'imam principal de cette mosquée y défend une pratique radicale de l'islam, une vision fondamentaliste de la religion, légitimant le djihad, l'instauration de la charia et le recours à la violence. Des accusations dont se défend l'homme de foi. Je suis suivi depuis plus de 15 ans officiellement par la DGSI, par les renseignements territoriaux. Ça ne me dérange pas d'être suivi. Je comprends que des fois il faille répondre à certaines questions, mais je n'ai jamais été inquiété pour la teneur de mes propos. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais appelé à la violence, tout simplement. Aux abords de la mosquée, un sentiment domine chez les fidèles, l'incompréhension. C'est quelqu'un qui prêche toujours la bonne parole, qui nous met en garde contre les gens justement, qui nous incitent à la violence, au radicalisme, à l'extrémisme. Donc de fermer cette mosquée-là, franchement, c'est complètement... pour moi, la vérité, c'est du n'importe quoi. Pour certains, cette fermeture serait préjudiciable pour la vie du quartier. Elle a un vrai rôle, cette mosquée. Comme oui, vous a mentionné mon collègue aussi, il y avait un point de deal à un moment. La police, ils ne font pas acte de présence, du coup on a dû se mobiliser nous-mêmes. Et voilà, ça fait qu'elle a vraiment un rôle social, cette mosquée. C'est bien plus qu'un imam, des fidèles qui prient et qui rentrent chez eux, quoi. Rafik Chekat, l'avocat de l'association des Bleuets, veut déposer un recours pour éviter la fermeture de la mosquée le 30 août prochain. 2 nouveaux cas d'infection au virus West Nile à Sifour-les-Plages et à la Seine-sur-Mer, ce qui porte à 5 le nombre de personnes contaminées dans le Var. Cette maladie virale est transmise par les moustiques Culex. Ils piquent le soir et la nuit. L'ARS appelle à la vigilance. C'est la 2e fois que ce niveau d'alerte est atteint depuis le début de l'été. 36 massifs forestiers étaient fermés dans notre région aujourd'hui pour risque d'incendie, la Sainte-Baume ou encore les Monts de Vaucluse. Dans ce département, justement, le dispositif de surveillance se modernise. 5 caméras ont été installées en prévention. Frédéric Poré et Romain Fiorucci. Une vue imprenable pour localiser les départs d'incendie. À 11 mètres de hauteur, la caméra surplombe la vallée du Rhône sur la commune de Mornas. Elle est capable de résister aux intempéries et aux fortes rafales de vent. Cette technologie de pointe permet d'optimiser les images reçues au centre opérationnel du SDIS d'Avignon, avec un zoom d'une très grande précision. On va pouvoir avoir le point de visu jusqu'à 20 km. Ce dispositif est prévu avant tout pour lever les doutes. Savoir le plus rapidement possible à quoi on a affaire quand on reçoit une alerte, savoir si c'est une intervention qui va être importante pour nous et qui justifie qu'on engage d'emblée un maximum de moyens. Mais l'humain reste au cœur du dispositif pour les missions d'alerte. 1200 bénévoles sont en première ligne dans les 70 comités communaux feux de forêt du Vaucluse. La commune de Pernes compte l'une des 3 vigies activées en été. Patrouille de Pernes, de Vigie-Pernes. Une présence indispensable pour lutter quotidiennement contre les incendies. Il y a des gens qui vont se mettre à brûler leurs petits déchets qui sont dans le jardin, etc. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont à
à moins de 200 mètres de la forêt, et puis le feu, il part. À Perneux-les-Fontaines, 28 volontaires sont mobilisés. On a des gens qui prennent de leur temps, qui s'engagent pour surveiller le risque incendie, être présents sur le terrain et veiller sur notre sécurité, puis aussi sur la sécurité de la nature et de la biodiversité. D'ici la fin de l'année, 15 caméras seront installées en Vaucluse pour un montant de 354 000 €, cofinancés par l'État, la région et le département. Attention aux patrouilleurs sur les autoroutes. Un camion a percuté violemment un véhicule de patrouille sur l'A8 dans le Var. Aucun blessé, c'est un miracle, mais c'est le 10e accident de ce type dans notre région. Cette année, déjà 30 en France, 2 fois plus qu'en 2023. Plus d'informations à lire sur notre site internet. Les commémorations des 80 ans du débarquement de Provence continuent. Aix-en-Provence a été libérée il y a 80 ans, jour pour jour. Une page de notre histoire retracée par une famille de photographes installés à Aix-en-Provence depuis 4 générations. Leurs descendants, Jean-Éric Elie, dévoilent ces photos pour la toute première fois au public. Flavie Rocher, Valérie Bourg. Un char d'assaut devant le palais de justice. Des Aixois heureux d'être libérés après 2 ans d'occupation. Dans ces cadres, l'histoire de la ville, mais aussi la mémoire d'une famille de photographes. Mon père, mon grand-père a dit « Tu peux embrasser ce soldat américain parce qu'il nous a libérés ». Et donc il fait la photo, clac, il fait l'image plus à l'émotion qu'au cadrage professionnel. Et c'est pour ça que j'adore cette image. Jean-Éric représente la 4e génération de la famille Elie. Une dynastie de photographes établie à Aix depuis 1888. Et les Américains jetaient des chewing-gums, des chocolats, des insignes. La seule chose que mon père savait dire en anglais, c'était « chewing-gum, please ». Le 21 août 1944, les Aixois récupèrent les clés de l'hôtel de ville grâce aux résistants. La veille, ce sont eux qui ont libéré la cité aux 1000 fontaines. Cette exposition leur rend hommage. Au fil de l'histoire, s'entremêlent quelques récits plus intimes. Mon grand-père Max, chez lui, qui reçoit le général de Lattre de Tassigny. Je me dis à titre personnel que j'ai beaucoup de chance d'être là, parce qu'il a failli être tué à Venelle le 19 août, et qu'aujourd'hui j'ai une responsabilité, à titre personnel, c'est de transmettre cette mémoire. Un patrimoine précieux exposé pour la première fois. Alors les clichés franchissent les murs pour rejoindre la rue. 14 photos exposées dans la ville. Ça a été une période difficile pour nos grands-parents, nos parents, et qu'on ne voudrait jamais revivre ça. À tout moment, ça peut revenir, et donc il faut réfléchir à ça quand on voit ces photos-là. L'exposition est à voir à l'hôtel de Boadès jusqu'au 27 octobre. Il fallait avoir l'œil. Un passionné d'art a découvert et acheté un portrait de Louis XIV lors d'une vente aux enchères. Une œuvre signée Nicolas Mignard, rien que ça, qui avait disparu depuis un siècle. Le tableau est actuellement exposé à Cavaillon, une histoire improbable que nous racontent Romain Fiorucci et Nicolas Chebriand. Après une éclipse de 110 ans, un roi soleil sort de l'ombre. Voilà le roi, par Nicolas Mignard. Un portrait réalisé en 1660, alors que Louis XIV fait une tournée en Provence. Les frondeurs marseillais viennent d'être matés, le roi pose fièrement en armure. On perd la trace du tableau en 1914. Un siècle plus tard, Olivier Morand, historien de l'art, croit le reconnaître lors d'une vente aux enchères. Il s'approche d'un peu plus près. Le tableau n'est pas signé, mais il sait que c'est un Mignard. La manière de faire une dentelle avec ce côté perlé, ces petits coups de pinceau là sur la bordure de la dentelle, ça vraiment c'est Nicolas, c'est vraiment sa technique. Il y a la toile qui est utilisée, qui est une toile qu'utilise Nicolas Mignard dans ses ateliers. Il y a le cadre qui est un cadre spécifiquement avignonné. Quand vous avez ce type de cadre en noyer doré, vous savez que vous êtes au milieu du XVIIe siècle en Avignon. Olivier Morand va remporter l'enchère, bataillant contre un acheteur anglais à 1 € près. Il obtient le tableau pour une somme d'environ 10 000 €. Il en vaudrait plusieurs centaines de milliers. Mais pas question de spéculer, pour ce passionné de l'art, ces retrouvailles n'ont pas de prix. Le sentiment le plus fort, le plus intense, ça a été quand il est apparu. Sur le coup, il y a eu comme une évidence. C'était comme voir un ami, ou c'était comme voir un tableau qu'on connaissait depuis toujours. Ce tableau du roi soleil n'est pas le seul peint par Mignard. Louis XIV a eu un coup de cœur pour l'artiste. Il lui commandera une trentaine d'autres portraits, l'obligeant à le suivre à Paris. De retour à Paris, Louis XIV demande à Nicolas Mignard
de devenir son peintre personnel. Alors sur le coup, Nicolas Mignard refuse. La Provence, j'y suis bien, il y a du soleil, je gagne bien ma vie. Mais le roi va très rapidement envoyer une lettre de cachet. Si vous ne venez pas à Paris, c'est la Bastille. Ces portraits parisiens ont tous disparu eux aussi. La redécouverte de ce tableau inespéré est peut-être la clé pour retrouver les œuvres du plus grand peintre provençal du XVIIe siècle. Saviez-vous que des tortues viennent pondre sur notre littoral ? Leur nid se trouve dans le parc national de Porquerolles qui comprend désormais 5 communes dont il faut protéger la faune et la flore très diversifiées. C'est la mission des 7 éco-guides qui sensibilisent les touristes tout l'été. Fleur Fenouillet, Sylvain Bouillot. On dit qu'il y a un tortillon sur 1000 qui atteint l'âge adulte. Donc peut-être que ce nid n'est pas suffisant, d'où l'intérêt de les protéger vraiment beaucoup. Plage de l'Almanar, au milieu des vacanciers et des sportifs, un nid de tortues kawan, le seul répertorié à ce jour dans la région cet été. Cette promesse de vie et de biodiversité fragile est l'un des sujets des éco-guides. Le parc national de Porquerolles, déjà, il est très large, hein, donc ça va de la Garde à Ramatuelle et c'est aussi un parc marin. Donc en fait, il y a plein de sujets dans ce parc national. Donc les sujets sont ultra variés et nous, en tant qu'éducateurs à l'environnement, on essaie de traiter de tous ces sujets. Dans le territoire d'adhésion du parc, au-delà des îles d'Or, selon les lieux ou les événements, les éco-guides adaptent leur message. Les tortues, le risque incendie, le patrimoine géologique, de quoi jouer et comprendre aussi. Ah mais c'est la même taille. Alors ils font presque la même taille, la baleine elle est un petit peu plus grande que le cachalot là. C'est super sympa, on a appris plein de choses, le petit mais moi aussi d'ailleurs. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de cétacés dans le coin. Massif forestier, bord de mer, sites archéologiques et touristiques. Les éco-guides se déplacent dans des lieux qui attirent un public disponible et ouvert aux échanges. Plus on rencontre de monde et plus on va avoir d'échanges avec des personnes et on espère que les sujets les plus dramatiques comme le risque incendie, etc. vont avoir un impact sur plus de personnes. Après, la qualité compte aussi énormément. On essaie de privilégier des longs échanges. Le dispositif éco-guide est financé à ce jour par la Fondation Total Énergie sur le territoire attractif du Parc national de Porquerolles. Attractif car riche d'une diversité exceptionnelle, l'enjeu de préservation reste fondamental. Place à notre série des vacances à la rencontre des plus beaux chemins de France. Aujourd'hui, nous vous emmenons en Normandie à la découverte de la côte d'Albâtre, de majestueuses falaises entre Étretat et Fécamp, une balade entre terre et mer avec ceux qui vivent sur le territoire, le protègent et s'en inspirent. Bénédicte Drouet, Danilo Comodi, Félix Belez et Ivan Waskovitz. Aujourd'hui, ici en France, nous emmène sur les chemins de Normandie. Nous allons découvrir la côte d'Albâtre. Longue de 130 km, bordée de villes et villages parmi les plus beaux de France, elle tire son nom de ces hautes falaises crayeuses. Son ambassadrice la plus connue à travers le monde, c'est l'Arche d'Étretat et c'est le point de départ de notre chemin à la découverte de ce littoral normand époustouflant. Cyriac, vous êtes donc guide naturaliste. Depuis des années, vous sillonnez la côte d'Albâtre, c'est votre terrain de jeu. Quelles sont les origines en fait de ces falaises? Alors ces falaises, elles sont nées il y a très longtemps, à l'époque des dinosaures. On était ici au fond d'une mer, la mer de la Craie, qui recouvre l'ensemble du bassin parisien. Et au fond, s'est accumulé des coquilles d'animaux marins. Cette boue sédimentaire a durci et s'est transformée en calcaire qu'on appelle la craie. Et ces majestueuses falaises sont aussi très fragiles. Oui, fragiles et sensibles à l'eau de pluie, au gel, à la mer qui vient frapper le pied de la falaise. L'érosion côtière est omniprésente. On estime, selon les savants, à un recul moyen de 1 cm par an. Ici, on est sur la plage d'Antifère. C'est une plage de galets, des galets qui sont célèbres sur la côte d'Albâtre. Quand la falaise s'effondre, la craie se dissout dans l'eau et les silex vont être brassés par les vagues pour devenir des galets. Aujourd'hui, le galet est protégé, on n'a plus le droit de les ramasser. Ils servent de protection du pied de falaise, mais aussi de protection des villages comme celui d'Étretat.
Nous quittons cet amoureux de la nature pour aller à la rencontre d'un autre passionné qui ne passe pas inaperçu sur les falaises d'Étretat. Alors Gaëtan, pourquoi vous portez cette tenue ? C'est la tenue du 19e siècle, à l'époque où les Parisiens ont transformé notre beau village d'Étretat en une cité balnéaire. Et donc c'était l'habit des hommes le dimanche, en queue de pie, en haute forme. Et c'est aussi la tenue du personnage le plus célèbre d'Étretat, qui est Arsène Lupin. Et ces lieux ont inspiré le père d'Arsène Lupin, Maurice Leblanc. Eh bien oui, Maurice Leblanc a vécu pendant une trentaine d'années à Étretat. Et c'est de là qu'il a écrit la plupart des aventures sur le gentleman cambrioleur, dont l'aventure la plus connue qui est l'aiguille creuse, c'est l'aiguille d'Étretat. Elle est non seulement le repère du trésor des rois de France, mais aussi le repère d'Arsène Lupin, puisqu'il a trouvé ce trésor, le premier, et a décidé d'y faire sa demeure. Et comment on y accède ? Eh bien c'est tout simple, il suffit d'aller dans la petite grotte, et c'est là que commence l'énigme pour pouvoir rentrer dans le tunnel qui mène à l'aiguille creuse. Donc on arrive à l'intérieur de la chambre des demoiselles. C'est là que tout démarre, puisque c'est en trouvant ces deux initiales, le D et le F, qui veulent dire demoiselles de Fréfossé. Et en regardant par la petite lucarne qui est en face, ça nous permet de voir la croix qui est dans la falaise. Et en tournant cette croix, on ouvre ainsi le tunnel qui permet de descendre dans la falaise, de passer sous la mer et d'accéder à l'intérieur de l'aiguille creuse, le repère d'Arsène Lupin. Et de découvrir le trésor. Exactement. Nous continuons notre découverte du littoral à la rencontre cette fois d'un couple qui est tombé amoureux de ce paysage. Il y a une dizaine d'années, Gladys et Emmanuel ont tout quitté pour s'établir là-haut sur les falaises dans une ferme et c'est leur petit paradis. Gladys et Emmanuel sont les heureux propriétaires du Champ des Comestibles, une ferme singulière dans le paysage normand. C'est coloré, c'est magnifique ici. Alors Gladys, vous étiez secrétaire, vous êtes devenue agricultrice et en plus vous vous êtes lancé le défi de cultiver des fleurs comestibles. Rien que ça, pourquoi ? Alors pour leur couleur, leur goût, pour apporter une touche finale dans les assiettes des chefs. Donc ici c'est un bleuet, on va utiliser que les pétales pour décorer. Des chrysanthèmes comestibles avec un joli dégradé de beige et de jaune. Là, je vais vous montrer une fleur et vous allez essayer de deviner son goût. Ah oui, on sent tout de suite, hein. L'anis. Oui, l'anis. C'est la fleur du fenouil sauvage. Et si Gladys se passionne pour la flore, son mari est un fervent défenseur de la faune et d'une espèce en voie de disparition, l'âne normand. Emmanuel, je vais vous accompagner pour cette balade. Volontiers. Je les habitue à la randonnée sur des petits chemins pédestres le long de la falaise. Voilà, c'est... Emmanuel, quelles sont les caractéristiques de l'âne normand? Donc un âne chocolat marron foncé, donc de petite taille, entre 1,10 m et 1,20 m, avec la croix de Saint-André donc qui part jusqu'au bout et qui revient comme ça sur les flancs. Donc avant les années 50, dans toutes les fermes normandes, il y avait toujours un âne pour travailler. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours été passionné des grandes oreilles. Et c'est un animal plutôt sympa et très agréable à vivre à la maison. Donc en plus, nous on les utilise en éco-pâturage sur l'exploitation de ma femme. Donc c'est très précieux pour nous de valoriser la race. Nous quittons cette ferme du bonheur pour partir sur les traces des peintres impressionnistes. Direction la petite station balnéaire d'Yport pour un cours de peinture avec Sophie Justet. L'idée première, c'est quand même de peindre une émotion. Tu fais pas de ça, non? C'est pas grave, ça. Attention à pas couper trop droit. On va commencer à poser les ombres et le ciel. Alors Sophie, vous vous inscrivez vraiment dans les traces des peintres impressionnistes comme il y a 150 ans qui peignaient ici en plein air. Complètement. Ils étaient là pour saisir la lumière de la côte normande aussi. Et eux, en fait, par leurs petites touches, par la façon de faire, par la patience qu'ils ont mis aussi à revenir sur plusieurs heures. En fait, j'ai suivi un peu l'idée de me dire pourquoi pas, après tout, moi, et pourquoi je ne suivrais pas les traces et je ne ferais pas la même chose. Et franchement, c'est quelque chose qui, tous les jours, me donne un bonheur immense. Voilà.
Dernière étape de notre balade, nous faisons escale à Fécamp, surnommée la cité des Terre-Neuve. La ville a bâti sa richesse au 19e siècle grâce à la pêche à la morue sur les bancs de Terre-Neuve. Aujourd'hui, Fécamp se tourne vers l'avenir, vers le tourisme, vers l'éolien en mer, mais n'oublie pas son passé maritime. Allez, on l'aide. Allez. Encore un. Le Cap Fanier, c'est le point culminant des falaises. Alors ici, tout le monde vous appelle Astérix. Comment c'est né ce surnom? Une Anglaise un jour a dit « Oh, il est petit, de grosses moustaches, un sale caractère, il ressemble à Astérix. » Voilà. Et ce bateau, il a une riche histoire. Ce bateau a été construit en 1961 à Plouhinec. Et donc, après-guerre, il n'y avait plus d'acier, donc on a fait des bateaux en bois. La seule différence, on mettait plus de voile, on mettait un gros moteur, et il pêchait au casier. Et après, on l'a reconditionné dans les années 90, et l'âme de la tante fine, elle est encore là. Et aujourd'hui, c'est quoi votre mission avec ce bateau? Eh bien, c'est de faire découvrir la navigation à la voile sur un vieux gréement au maximum de gens, et partager cet instant. C'est surtout ce qui nous intéresse. On va le voir, le soleil là-bas. C'est en mer avec cette vue imprenable sur la côte d'Albâtre que s'achève notre balade. J'espère qu'elle vous aura plu. Demain soir, vous découvrirez la région nantaise à vélo. Voilà pour l'actualité régionale. Restez avec nous pour l'information en France et dans le monde. Avec à la une ce soir, l'inquiétude des pilotes de Canadair. Des appareils vieillissants, seule la moitié de la flotte est disponible alors que le risque incendie est très élevé dans le sud de la France.